Maintenant, on va créer notre premier masque qui va nous permettre d'ajouter du détail à certains endroits de notre astéroïde. Alors, si je tire un lien, je fais tabulation, je fais mask by occlusion, by ambient occlusion. Calculer, on va afficher le masque. Alors, ici, je ne veux pas combiner de masque, mais que l'ambient occlusion. Dans le remap, je veux un remap sur l'ambient occlusion et je vais l'inverser. Voilà. Ici, dans l'ambient occlusion, il me crée un paramètre exposure. Moi, je ne veux pas de paramètre exposure, je veux mask noise. Voilà, je le change en mask noise. Alors en appuyant ici, du coup, ça va afficher dans le viewport le masque. Donc pour l'instant, je ne l'affiche pas. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais tirer un lien, je vais faire tabulation color. Et je vais créer ramp from attribute. Et je vais choisir le mask noise. Ici, on est sur les points. Maintenant, la géométrie qui va être noire va être protégée. Il ne va pas y avoir de déformation dessus. Maintenant, si je retourne dans le mask by occlusion, alors là, j'ai le mask by occlusion qui est sélectionné. C'est pour ça qu'on voit le wireframe. Si je clique à côté, voilà, on voit plus wireframe et j'ai toujours les options du mask by feature, du mask by occlusion. Et on va pouvoir changer les valeurs. Après ça, on fera des meilleurs réglages plus tard. C'est juste pour vous montrer l'approche. Alors, je vais cliquer ici pour enlever le masque là, voilà. Et comme ça, j'ai ma couleur. On va pouvoir voir directement au niveau de la couleur les changements. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir dire, ok, ben, je veux du noir vraiment que sur l'extérieur. Je veux que l'extérieur soit protégé. Et je veux que l'intérieur des cratères, par contre, soit vraiment impacté par les modifications, par les détails. Pour l'instant, je vais laisser standard. Voilà. Ensuite, on est sur le low res. Et nous, notre but, c'est de dire le low res, on va transférer ce masque sur le high res. Alors pour ça, on va utiliser un node qui s'appelle attribut transfert. Donc je vais tirer un lien du high res. Je fais tabulation attribut transfert. Voilà, attribut transfert. Et ici, sur la droite, il demande de quelle géométrie je veux récupérer les informations. Alors nous, on veut ces informations-là, de la géométrie low res. Et on calcule un petit peu. Voilà, je vais afficher ici là. Alors il est récupéré. Là, on voit la couleur, mais nous, c'est pas la couleur. En réalité, c'est l'attribut mask noise qui nous intéresse. Donc, en cliquant sur l'attribut transfert, j'ai sélectionné l'attribut transfert. C'est pas sur les primitives, nous, on est sur les points. Donc, je récupère le mask noise. Ici. Dans les conditions, on peut laisser tel quel. On peut même baisser à 0.5 et augmenter le blend. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais mettre sur 2. Et ici, pareil, comme le color ici, alors je vais rester appuyé sur Alt, drag and drop, je le copie. Et par contre, je vais le mettre au niveau du high res. Alors, le problème qu'on va rencontrer, c'est celui-ci. En fait, ça fait des carreaux. Parce que tout simplement, ici, on n'a pas la même résolution. On est vraiment en low res. Et quand on transfère, on n'a pas beaucoup de polygones. J'ai doublé, voilà. En fait, on va transférer le maillage. C'est le maillage qui fait que, vu que les couleurs sont sur les points, pardon, le masque est sur les points et les couleurs aussi sont sur les points, on a beaucoup moins de points que sur le high res. Donc, comme résultat, on a simplement des carreaux, un crénelage. Pour pallier à ça, on va utiliser un attribut de blur. Alors, juste avant le color, je vais faire attribut de blur. Et dans cet attribut de blur, on va choisir non pas le P, qui est la position, mais le mask noise. Voilà, dans la page, je clique dans le vide pour éviter d'avoir le maillage. Donc, mask noise parfait, step size,
Le règle d'itération en est 1, on va mettre 20. Et voilà, on a quasiment plus de steps. On va passer encore un petit peu ici, on va passer à 30. Voilà, on a notre masque qui est bluré. On va mettre 40 pour essayer. Voilà. Bon, ça ne change pas trop après. Maintenant, on va ajouter notre détail, notre noise. Je vais tirer un lien, taper attribut de VOP. On va créer un attribut de VOP. On va mettre le noise à l'intérieur. Je vais le nommer noise. J'y vais pour l'instant, je n'ai plus besoin. Donc l'attribut de VOP. Ici, on a toutes les propriétés de la géométrie qui sont connectées dans le node. P représente la position de chaque point. Alors je vais récupérer, je vais tirer un lien depuis le P. Je vais taper turb noise. Pour un turbulent noise. Je vais retirer un lien, je vais taper add, tabulation, add, et je vais ajouter la position du noise à la position des points, tout simplement. Et si je le mets dans P, boum, ça tout a pété, c'est normal. Maintenant, on va bien les configurer. Alors, pour le turb noise, je vais rester appuyé sur Y et je vais couper les liens. Je vais supprimer le add. Ensuite, pour le noise, alors, la configuration du noise. Je vous donne les paramètres que j'utilise qui ont un rendu pas trop mal. Après, on pourra tweaker au fur et à mesure, c'est pour aller un peu plus vite. En frequency, je suis à de partout. Amplitude 0.66. Et en roughness, 0.393. Ensuite, je tire un lien du noise et je vais faire un fit range. Pas le unclamped, le fit range. Ensuite, je récupère du P. Je vais faire add, tabulation add. Et je vais venir lui ajouter le fit range. Alors, je procède comme ça parce que vu que c'est une géométrie qui est assez haute résolution, pour éviter à chaque fois de mettre un turb noise ou quoi que ce soit, que ça va tout calculer à nouveau. On fait le premier setup comme ça et après on repasse dessus pour tweaker les valeurs. Ensuite, après le add, je vais mettre encore un turb noise. Alors, turb noise. Ensuite, ce turb noise, je vais mettre un fit. Pareil, fit range. Sur le turb noise, je vais mettre les valeurs en frequency, je vais mettre 10. Alors, on peut rester appuyé sur le bouton du milieu de la souris. Voilà, et on peut aller vers la droite. Tac. Ah, du coup, ça fait 11, moins 1. Hop, voilà, on est à 10. Maintenant, la propriété qui m'intéresse, ça va être le mask noise qu'on a créé ici. Ici, on a créé l'attribut mask noise. Alors, je vais la copier, je suis CTRL-C, je retourne dans le noise, je vais faire tabulation bind. Le bind, en fait, va récupérer cet attribut de l'extérieur et l'emmener dans l'attribut noise. Dans l'attribut de VOP, pardon. Alors, le nom du paramètre, du coup, c'est mask noise, dont on a besoin. Nous, c'est bien un float, c'est pas un vecteur. Donc là, j'ai la valeur des noirs qu'on a vu tout à l'heure quand on a mis le color. Et celui-ci, je vais mettre un fit, pareil. Le fit range, ça va être pour mieux configurer si on veut vraiment des arêtes plus fines ou plus smooth, plus rough ou plus smooth, plus sharp, pardon. Celui-là, on va faire un lien, on va le multiplier. On va le multiplier par le fit en dessous. Et le fit en dessous, on va changer les valeurs. On va mettre moins 0.5, 0.097 et 0.303 en destination max. Destination minimum, on la laisse à 0. Ensuite, on va le mettre directement dans un displacement. On va tirer un lien, on va faire displace along normal.
Donc là, on est bien dans le amount. Et le displaceP, on va le mettre dans la position. Voilà. Donc là, ça pète à nouveau. Donc, oui, ça a pété parce que j'ai juste oublié dans le turb noise ici, le premier turb noise, on n'est pas en alligator, on va passer en original perlin et en 3D noise. Hein, ensuite, le noise numéro 2 qu'on a posé ici, le turb noise numéro 2. Ici, pareil, on n'est pas en alligator, on va passer en original perlin noise et on va rester en 1D. Et enfin, le displacement qui est beaucoup trop fort. Voilà, on va le passer à 0.2, 0.02. Voilà. On retrouve quelque chose de normal. Et le dernier paramètre à modifier est dans le Turb Noise 2. On va pouvoir modifier la roughness et la passer à 0.764. On va voir les détails, voilà, qui sont apparus ici, à l'intérieur. On va voir ces genres de stries. Ici, c'est marqué. Je vais repasser dans le contexte et géométrie. Et si je désactive le noise, voilà, avant, après. Alors ici, en close-up, on voit quand même un petit peu les faces, mais le plan qu'on va faire au niveau du rendu sera plutôt de cet ordre-là. On va être plutôt dans cette position. On va pas faire du close-up, donc ça sert à rien d'augmenter encore plus la résolution. Maintenant, on va sauvegarder la géométrie. Alors, je vais tirer un lien, je vais faire File Cache. Je vais l'appeler iResGeo. Et je vais créer un nul que je vais nommer iResGeo. Pardon, Geo iRes out. Avec un espace. Geo iRes out. Ici, je vais sauvegarder $OS parfait. Je vérifie juste parfait par défaut, c'est pas coché. Save to disk. Voilà. Ensuite, pour le low poly, donc là on était sur le high res et pour le low res. Alors ici, en dessous le low res temp, je vais tirer un lien. Je vais faire un polyreduce. Polyreduce. Je vais faire Shift W pour afficher le wireframe. Là, je suis à 206 000 polygones. Alors, c'est sur le low res qu'on va déployer les UV pour ensuite faire un baking et bake les high res sur le low res pour avoir tous les détails, combien de degrés sur le high res. Alors, je vais changer percentage of polygon, je vais marquer plutôt polycount, polygon count. On va essayer de taber sur, pas 20, mais 20 000. Ah, alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Si je template le high res, et que ici, dans le low res, je vais mettre par exemple 1000 polygones, au niveau de la silhouette, ça risque de se voir. On a la silhouette du high res et la silhouette du low res qui est vraiment droite. Et vu qu'on est à peu près à cette distance-là, on va quand même voir le low polygone. Alors, je vais repasser à 20 000. 20 000, déjà la silhouette match plus. On peut même se rapprocher, voilà, cette distance-là. Ça passait vraiment un équilibre à trouver entre le nombre de polygones, la distance à laquelle on fait le shot. Ensuite, je peux enlever le template. Après le low poly, je tire rien, je vais faire un file cache. Et je vais l'appeler Lorez Geo. On réorganisera mieux. Je mets exprès des files cache ici et ici pour après automatiser avec les PDG, on verra plus tard. Et justement reprendre un peu tout ça et voir comment est-ce qu'on peut mieux s'organiser. Alors, Lorez Geo. Ici pareil, je vérifie toujours, c'est tout bon. Catching, save to disk.
Et là, pareil que pour le ARSGO, tabulation nulle. Et l'ORES Géo. Alors, c'est out à la fin. Voilà. Maintenant, je vais faire un espace ici. Je vais faire tabulation auto-UV et labs auto-UV. Et on va choisir cluster. Alors, ici, j'ai sauvegardé sans les UV. Donc, si jamais je fais 5 ou espace 5 pour changer de vue, au niveau des UV, il n'y a rien. Là, je fais espace 1. Je vais afficher les points, je vais enlever ça. Là. Ici, ça revient au même si je clique. Ici, set view, UV viewport, c'est 5 ou pas de 5. Alors, ici, si je fais sauvegarder, hop, maintenant, j'ai mes UV qui apparaissent. W pour enlever. Ah, et si je fais tabulation, tabulation espace 5, j'ai mes UV. Là, UV automatique créé avec le Labs Auto UV. Je repasse dans cette vue, on va s'en servir pour Bake. Ensuite, ici j'ai des cratères et ce qui me serait utile, c'est de récupérer justement l'intérieur des cratères si jamais je vais ajouter plus tard des pierres, peu importe, de la matière organique. Donc ici, on a une petite technique qui peut être sympa avec Houdini. Je vais récupérer au niveau du remesh, donc juste après les cratères. Ici j'ai le main wall et ici j'ai les cratères. Parfait. Alors, et le remesh, il est là. Super. Alors, ce qu'on va faire, au niveau du boolean, donc là je suis au niveau des cratères. Au niveau des booleans, on peut lui dire de créer un groupe B inside A. Alors B inside A, ça va être simplement l'intérieur des cratères de tout ce qui a du boolean en fait. Alors pas le torus parce que le torus c'est le boolean en dessous, c'est le main wall. Donc moi je veux vraiment que celui-là. B inside A, je vais l'appeler cratère. Craters. Ici, au niveau du remesh, je tire un lien. Je fais tabulation nulle. Et je fais tabulation dans le vide, je vais créer un autre groupe transfert. Tout simplement. Ici, après le polyradius, je vais le mettre ici, et là, celui-là ici. Et je vais lui dire, je décoche, pas besoin de tout transférer par défaut, il va tout transférer, je prends les cratères. Voilà, et on voit ici que j'ai que les cratères intérieurs. Après, on peut mettre juste peut-être de la poussière, de la dust, ça peut être utile plus tard. Et je le connecte là, il va me recalculer les UV, et maintenant, je peux sauvegarder à nouveau. Et voilà, le poly est prêt. Pour terminer, avant de passer sur le texturing, je vais venir ici dans UV, dans Auto UV. J'ai 30 clusters. Alors je vais le passer à 12, ça fait peut-être un peu beaucoup, 30. Si je fais espace 5, on voit ici les clusters. Alors ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que la géométrie se chevauche. Il ne faut pas que les UV se chevauchent ici. Ça se ne chevauche pas, donc c'est très très bien. Si jamais je mets par exemple 3 clusters, voilà, on a des overlaps. Ici ça se chevauche, ce qui veut dire que la texture qui va être appliquée va être la même à cet endroit du rocher et à un autre endroit du rocher, elle lui va en dessous. Donc ça ne marchera pas. Je vais repasser à 12. Voilà, on est à 12, ça a l'air de bien fonctionner. Super. Maintenant, je repasse sur la géométrie pour la sauvegarder. Hop, je repasse sur le file cache, save to disk. La semaine prochaine, on va réaliser les premières passes de texturing, ajouter des variations, poser nos lumières et essayer d'avoir un rendu photoréaliste. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat pour la semaine prochaine. Et la semaine suivante, on va essayer encore d'améliorer le rendu en ajoutant des détails au niveau des textures et au niveau de la modélisation. Je vous dis à la semaine prochaine.